Alors bonjour, capsule 14 maintenant, qui va nous permettre de conclure, même si on aura l'occasion d'en parler sans doute sur les notions de preuve. Euh, Capsule 14 qui, encore une fois, se base sur l'article 28.11 du Code civil du Québec, qui, vous le savez, identifie 5 éléments de preuve, et nous allons nous intéresser aux 3 premiers, en fait, qui correspondent donc aux éléments de preuve que j'appellerais documentaires, comme les écrits, il y en a plusieurs, les témoignages et les éléments matériels. On va laisser tomber un petit peu l'aveu et la présomption parce que c'est pas un document, et l'aveu parce que c'est une forme particulière de témoignage. Alors commençons dans cet ordre-là, en fait dans l'ordre du Code civil. Commençons par les écrits. Et dans les écrits, en fait, nous allons identifier 2 points. Le premier, c'est évidemment d'identifier les différentes sortes d'écrits. Alors certains, on ne les traitera pas parce qu'on les a déjà vus, mais quand même, on va faire un panorama des différents écrits qui existent dans le Code civil. Et ensuite, quelques mots sur les modalités de reproduction, où là, on aura l'occasion de revenir un petit peu sur une notion qu'on a déjà partiellement évoquée, d'original, mais surtout de copie et transfert qui sont dans le Code civil maintenant, avec la loi cadre, les 2 formes de reproduction qui sont identifiées. Alors, sur les différentes formes d'écrits, j'évoquerai là encore, en me basant simplement sur le Code civil, l'acte authentique est en fait principalement parmi les actes authentiques l'acte notarié. Les actes imprimés, on ne le verra pas parce qu'on l'a déjà vu, mais je voulais quand même le mentionner, et très rapidement les autres écrits. Alors sur les actes authentiques, et encore une fois, je vais me baser uniquement sur le principal acte authentique privé, mais il y a aussi les procès-verbaux de bornage, mais que j'aurais dû évoquer aussi, que je pourrais évoquer, notamment parce que les procès-verbaux de bornage euh, euh, doivent être, au Québec, désormais être faits automatiquement, nécessairement, obligatoirement, sur un support numérique, via notamment une, une infrastructure avec le public, que les arpenteurs géomètres sont obligés d'avoir. Alors je laisserai, parce il fallait que je fasse des choix, je vais laisser tomber cette notion-là. Je vais plutôt m'intéresser sur les actes notariés qui, en fait, au regard de l'article 35 de la loi sur le notariat, l'article 35 a été introduit et modifié en 2000 par la loi sur le notariat. Cette loi implique qu'un règlement doit être adopté si l'on souhaite en fait faire ce type d'acte sur un support numérique, sur un support technologique. Évidemment, un tel règlement n'a jamais été adopté, donc pour le moment, il est interdit de faire des actes notariés technologiques, sauf quand un autre texte le prévoit, et c'était notamment le cas depuis le mois de mars, où un très grand nombre d'actes notariés sont faits de manière technologique, à cause de la pandémie, à cause ou grâce à la pandémie. Effectivement, il y a eu un décret qui a été fait par, je pense, le ministère de la Santé, faisant état qu'il était désormais jusqu'à avis contraire, mais que désormais les actes notariés pourront se faire via un tel support. Alors c'est une situation d'urgence qui va être temporaire, mais quand même, il faut savoir que dans l'état actuel des choses, cela se fait. Cela se fait, et quand on regarde en fait l'article 35 que j'ai reproduit ici, on se rend compte en fait qu'il y a une certaine liberté offerte justement pour qu'un tel passage au numérique puisse se faire. Un premier élément, même si la loi date de 2000 et que la loi cadre date de 2001, on avait déjà intégré notamment cette terminologie d'intégrité qui est également présente. On voit aussi un lien vers les inscriptions qui réfère un petit peu à la notion d'information. Donc, dans ce cas-ci, ce qui me paraît logique, mais c'est peut-être un peu ambigu dans la loi cadre, c'est que l'intégrité est associée davantage à l'information, ici les inscriptions, plutôt au document lui-même. Un autre critère, c'est le caractère de permanence qui n'est pas vraiment instrumentalisé dans la loi cadre, mais qui n'est pas du tout antinomique avec la notion d'intégrité.
Et enfin, je réitérerai ou je mentionnerai en fait l'expression sans lacune et être protégé contre les altérations. Alors, les altérations, on l'a vu, c'est un peu la définition de l'article 6 de la définition même d'intégrité. Une donnée intègre est une donnée qui n'est pas altérée. Encore une fois, avec une définition un peu circulaire, mais quand même, on voit ici un rappel à la loi. Et sur le sans lacune, moi ça me faisait penser à l'ancienne version de l'article 28-37 du Code civil sur les inscriptions informatisées, où on référait justement au fait que le processus sérieux, notamment le processus au sein d'une entreprise, devait être fait de manière systématique et sans lacune. Cette notion de sans lacune est moins présente dans la loi cadre, mais encore une fois, aucune antinomie possible. Alors voilà, la loi avait été modifiée pour, sachant que la loi est un document qui est forcément plus stable, a été modifiée pour être valable pour un certain nombre d'années. Et effectivement, il n'y aurait pas forcément de changement de la loi sur le notariat très majeur si jamais la Chambre des notaires décidait d'aller de l'avant, comme ça se fait en France par exemple, avec les actes notariés numériques. Alors, peut-être une petite mention que j'ai oublié de dire, en fait, c'est que ce que je voulais voir sur les actes authentiques, en fait, c'est que l'acte authentique doit respecter un certain nombre de conditions qui correspondent un petit peu, rappelez-vous, dans une capsule précédente, j'avais évoqué le fameux CANDI, c'est-à-dire les 5 attributs que l'on peut associer à un document. Donc là, on a vu l'intégrité. Je viens de vous dire que la notion de permanence est peut-être moins une notion qui est habituellement utilisée, mais elle n'est absolument pas incompatible avec la notion d'intégrité. Il y a aussi dans le fameux CANDI les 5 attributs possibles d'un document. J'avais évoqué la notion d'authentification, et là, on référait sans doute aux notions de contrôle d'identité que tout notaire a l'obligation de faire pour s'assurer que la personne qui est devant lui est bien celle qu'elle prétend être, même s'il y a eu quelques débats parfois où on voyait que cette vérification n'était pas faite par le notaire. Donc le contrôle d'identité doit être fait, et à certains égards, sur le numérique, un outil, mais qui n'est absolument pas le seul dont on dispose, on l'a vu dans les questions d'identité, mais l'un des outils qui était prévu dans la loi cadre, c'est notamment les articles 47 suivants, qui évoquent les infrastructures avec les publics, et qui prévoient des obligations de la part des 3 partenaires de la relation triangulaire, qui généralement concerne une infrastructure à clé publique. Un troisième critère, outre l'intégrité et l'authentification, un troisième critère déterminant dans le fameux CANDI, c'est la confidentialité. Confidentialité qui est, par exemple, je ne développe pas parce que ce n'est pas forcément numérique, mais va valoir pour les documents papier comme pour les documents numériques. C'est l'article 35 du Code de déontologie des notaires qui rappelle, si besoin était, ce principe. Quatrième notion dans le fameux CANDI, c'est l'accessibilité. L'accessibilité qui est évidemment déterminante. On peut avoir besoin d'avoir un accès à un document notarié. Et à cet égard-là, l'article 19 de la loi cadre prévoit les modalités de conservation. Je dirais simplement que, assurément, un règlement fait passer par la Chambre des notaires devrait forcément objectiver un niveau de sécurité suffisant pour que cette disponibilité soit rendue au regard de standards de sécurité qui soient suffisants. Donc forcément, il y aurait des modalités relativement à cette mise à disposition, donc plus exigeantes que celles qui sont actuellement disponibles à l'article 19. Et dernier point, c'est le respect en fait du principe de l'attribut qu'un document est susceptible d'avoir de non-répudiation. Rappelez-vous, la non-répudiation, c'est-à-dire l'incapacité pour une personne de dire qu'elle n'a pas été, par exemple, partie à un acte. Et très souvent, conformément d'ailleurs au Code civil, et qu'il le prévoit relativement aux actes authentiques, cette non-répudiation va passer par la signature, et notamment des parties parfois, mais dans les actes, dans l'acte notarié notamment, mais pour tous les actes authentiques, qu'ils soient privés ou publics, ça passe par une signature de l'officier public, qui doit donc manifester ainsi sa marque de manière symbolique
relié à l'acte en question. Donc cet officier ne pourrait pas se dédire une fois notamment cette signature apposée. Alors là encore, on peut imaginer qu'une infrastructure à clé publique serait un outil tout à fait applicable et appliqué en ce moment. À certains égards, je peux parler notamment du projet Notarius, qui au départ d'ailleurs était rattaché à la chambre de notaire, qui maintenant je crois ne l'est plus, mais qui offre des infrastructures à clé publique, pas uniquement aux notaires, mais potentiellement aux notaires, et qui permettrait donc de s'assurer, via le système de biclés déjà évoqué, s'assurer que le notaire, non seulement est bien la personne qu'il prétend être, mais dispose des qualités requises, à savoir celles d'être notaire. Donc ça, c'est autant de données qu'une infrastructure avec le public est susceptible de fournir. Pour les actes authentiques, et là encore je me limite aux actes authentiques notariés, il y a tout un débat sur le fait de savoir est-ce qu'il y a une obligation que le notaire soit en présentiel, pour utiliser un terme à la mode, en présentiel avec la partie à l'acte notarié. Par exemple, les Français qui ont adopté en 2008, je crois, 2 décrets d'application qui autorisent maintenant, et ça fonctionne très très bien, les actes notariés technologiques. Il y a pour le moment, mais il y en a connaissance, mais peut-être que ça va évoluer, mais l'obligation d'avoir le notaire et son client dans la même pièce. Ça, notamment à cause de 2 éléments. C'est d'une part l'obligation de lecture et de vérification du consentement de la partie à l'acte. Et deuxièmement, l'obligation de conseil qui est très souvent de mise, que le notaire a vis-à-vis de son client, et on veut s'assurer en fait que la présence, on considère que la présence est un élément nécessaire pour que cette obligation soit satisfaite. Alors, il y a un peu d'ouverture, je me suis permis de citer cet article qui a été modifié en 2000 dans la loi sur le notariat, par article 50 alinéa 3, qui prévoit en fait des hypothèses de signature hors la présence du notaire. Mais là encore, il faut un règlement du conseil d'administration qui régule, qui encadre ce type de situation. Alors voilà pour les actes authentiques, et encore une fois, je mets un peu de côté, même s'il y en a véritablement des actes authentiques publics. Alors, encore une fois, il y a les actes des apprentis géomètres, mais il y a aussi des actes authentiques publics qui viennent de certaines administrations, notamment en matière d'état civil. Mais c'est un petit peu moins commerce, donc je me suis autorisé de laisser tomber. Actes imprimés, je ne vais pas revenir non plus parce qu'on l'a déjà vu. Par contre, je voudrais vous dire quelques mots sur les autres écrits qui correspondent aux articles 28, 31 et suivants du Code civil. Et si vous avez lu ces dispositions-là, en tout cas si vous êtes avocat, vous les avez lues forcément, les articles 28, 31 à 28, 36 prévoient en fait 2 types d'autres écrits, les écrits non signés, qui sont faits dans le cours des activités d'entreprise et qu'on considère généralement que ce sont des écrits instrumentaires. Puis vous avez ensuite les écrits non instrumentaires. Alors, peut-être revenir sur cette notion instrumentaire, non instrumentaire. Les écrits instrumentaires, en fait, c'est des écrits qui correspondent un petit peu à la définition d'écrits que je vous ai déjà donné dans la capsule 13, à savoir des écrits qui sont faits pour le futur. C'est-à-dire des écrits dont, preuve littérale aussi, qui ont pour objet de prouver l'art, notamment la réalisation d'un acte pour le futur. Donc ça correspond notamment à l'article 28-31 sur les actes qui proviennent des entreprises, mais qui n'ont pas été signés. Alors ça implique une préconstitution, ça implique qu'ils ont été faits dans le cadre d'une entreprise au regard de l'article 15-25 alinéa 3 du Code civil qui prévoit notamment les seuils d'organisation que l'entreprise est susceptible d'avoir. Enfin, on considère généralement qu'en matière d'admissibilité, que ces écrits instrumentaires ne peuvent être... Enfin, le professeur Ducharme prévoit en fait que les écrits instrumentaires ne peuvent être utilisés uniquement contre son auteur, sur quoi, avec égard, je crois que c'est une vision peut-être un peu rigide, stricte, et je pense qu'il peut y avoir des situations où même l'auteur pourrait revendiquer l'existence d'un tel document, et ça conformément
à une notion en fait que j'ai déjà évoquée en classe et que j'ai pas vraiment le temps de développer, mais qui est la prohibition des preuves à soi-même. Je crois qu'avec le numérique, il y a une extension des situations où on est obligé de se faire preuve à soi-même, et notamment aussi pour des écrits instrumentaires. Donc cette notion, cette vision un peu stricte du professeur Ducharme, peut-être, et je le développe davantage dans mon livre, est peut-être une notion qu'il faut reconsidérer. Enfin, sur la force probante, j'évoquerai uniquement qu'il faut respecter les critères d'intégrité et de lien avec l'auteur, comme tous les documents, avec simplement l'article 2835 qui prévoit que cette preuve peut être contredite par tout moyen. Et donc, il n'y a pas de présomption attachée à l'existence d'un tel instrument, du fait, à une telle preuve, du fait peut-être de la moindre robustesse, si je puis dire, d'un tel document. Pour les écrits non instrumentaires, je voudrais faire état en fait d'une jurisprudence intéressante, Leclerc contre Charret, en 2016. Dans cette décision, en fait, les parties veulent prouver l'existence d'un contrat. Une partie, le demandeur, je crois, veut prouver l'existence d'un contrat, mais il n'y a pas de preuve écrite de ce contrat-là. Donc il fait état en fait de textos afin de faire état de ce contrat-là. Et ce qui est intéressant dans cette décision, c'est que, avec égard, je crois que le juge omet d'identifier, encore une fois, la qualification juridique de ce document-là, qui selon moi correspondrait justement à un 2832, c'est-à-dire à un écrit non instrumentaire, à un écrit qui n'avait pas été fait pour prouver le document, c'est un pis-aller, mais c'est pas le document en tant que tel, c'est pas l'écrit en tant que tel, donc il n'y a pas de préconstitution qui est propre aux écrits. Selon moi, je pense que ces textos pourraient être constitués en fait de témoignages en fait d'autres écrits non instrumentaires, mais comme l'article du Code civil le prévoit et comme le dit Ducharme, qui tiennent lieu qui tient lieu de témoignage. Donc une décision intéressante qui montre comment des autres écrits peuvent être tout à fait utiles et des documents numériques pour faire état d'un contrat, notamment si on prend cet exemple-là. Relativement aux écrits, le deuxième point maintenant sur lequel je voudrais revenir, même si je l'ai évoqué par-ci par-là en classe, c'est la notion d'original et surtout des deux formes de reproduction, la copie et le transfert, qui ont été introduites dans le Code civil. Alors, la copie, ça fait longtemps qu'elle est là, mais le transfert, c'est quelque chose de nouveau. Juste avant ça, je peux vous dire que je l'ai mis dans l'écrit, la notion d'original, parce que quand on parle de l'obligation en fait de produire l'original, l'article 2860 du Code civil du Québec, il faut savoir, et même s'il y a une controverse au niveau de la doctrine, que cette condition de production d'un original, et c'est dans sa lecture même de 2860, ne prévaut que pour les écrits. Donc ça ne vaut pas pour les témoignages, ça ne vaut pas pour les éléments matériels, ça ne vaut, selon moi, que pour les écrits. C'est pour ça que je l'ai mis dans cette partie-là sur les écrits. Alors, sur l'original, la notion d'original et sur les deux formes de reproduction, je vous invite à aller lire l'article assez abscon de l'article 12 qui identifie les fonctions qu'un original est supposé avoir. Et ensuite, copie et transfert ont leurs dispositions respectives. Alors sur l'original, ces trois fonctions, la première c'est la source première d'un document, la deuxième c'est le caractère unique, et le troisième c'est lié à une personne plus caractère unique. Dans les situations 2 et 3, unicité et lien avec une personne et caractère unique, on impose en fait d'utiliser un procédé technique pour s'assurer du respect de ces conditions-là. Et pire que ça, on demande que ce procédé-là doit respecter les meilleures pratiques reliées notamment à des normes techniques. Donc c'est assez rigoureux et je crois qu'on peut, ce caractère d'unicité, me semble-t-il, est peut-être plus attaché, me semble-t-il, à la qualité du papier qu'à l'original lui-même. Donc, me semble-t-il, la sanction
principal que l'original doit avoir, c'est d'être la source première d'un document, encore une fois basé sur le principe que, généralement, autrefois, les sources premières avaient une meilleure qualité probatoire que les sources secondaires, à savoir les copies. Donc, confusion, notamment parce que c'est souvent très difficile pour les juges d'identifier la fonction qui a été identifiée dans la loi. Donc, assurément, je pense, dans une hypothétique possibilité de réforme, il faudrait faire comme beaucoup d'autres pays, notamment les États-Unis, en fait, revenir à la base et dire simplement que l'original est la source première d'un document. Vous donnez un exemple où justement un juge, le juge Massol, a dû évaluer la présence d'un original. En l'occurrence, il y avait un donneur d'ordre qui avait demandé à un prestataire d'offrir un service de gardiennage. Et il y a eu un courriel qui a été envoyé où c'est marqué « Veuillez s'il vous plaît prendre note que les services d'un agent de sécurité ne sont plus requis à partir de telle date ». L'autre partie, le prestataire, a dit « Je n'ai jamais reçu ce courriel ». Il y a donc tout un débat sur le contenu, mais même l'existence même de ce courriel qui a été envoyé par une partie A à une partie B. Et là, on revient au bon principe, la preuve incombe à celui qui prétend, article 2803 du Code civil, et on revient au principe d'originalité, à savoir est-ce que l'impression papier du document constitue l'original. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le juge dit, écoutez, non, cette impression papier ne constitue pas l'original, parce que vous ne m'avez pas fait preuve, si je puis dire, de la qualité, de l'authenticité du document, de sa force probante. Et ça nous amène en fait à une situation qui est le document qui a été présenté, est-ce que c'est une copie ou un original? Et là, si vous permettez, je vais vous donner une autre jurisprudence, même si elle date d'une dizaine d'années, elle est intéressante. Il s'agissait en l'occurrence encore une fois, deux entreprises qui veulent prouver certains éléments, et l'une d'elles veut mettre en preuve un ancien agenda électronique qui avait été confectionné il y a plus de 10 ans, justement, et le débat autour de ça, c'est pas du tout sur le caractère tardif du dépôt du document, mais au contraire, je reprends le terme, à mon avis il est un peu imparfait, mais le terme du juge, qui est de dire la fiabilité de l'information. Rappelez-vous, la fiabilité est plus il y a un procédé, l'information c'est plus la notion de véracité, et nous on voit que c'est l'intégrité du document. Mais peu importe, ici il s'agit de savoir si un ancien agenda électronique qui a sans doute été transféré d'un support vers un autre et possiblement à la fin vers un document papier, est-ce que ce document est une copie ou un transfert? C'est la question qui nous intéresse. Alors là, si vous permettez, on va lire mot à mot l'article 2841 du Code civil qui répond à la question pour déterminer c'est quoi une copie, c'est quoi un transfert. Alors, je vais me permettre de le lire parce qu'il faut le lire mot à mot. La reproduction d'un document peut être faite soit, première hypothèse, par l'obtention d'une copie. Bon, la copie, notion que l'on connaît depuis des siècles. Alors, il y a deux formes de copie. Alors, premier type de copie, c'est une copie sur un même support. Copie sur un même support, c'est par exemple un papier sur un papier. On garde le même support, c'est-à-dire une photocopie constitue une copie parce qu'on passe du support papier vers un autre support papier. Mais il y a une deuxième forme possible de copie, c'est un support qui ne fait pas appel à une technologie différente. Qu'est-ce que j'entends par là? Je vous envoie un courriel avec mon fichier PDF dans le courriel. Vous recevez le même fichier PPT, PDF, peu importe. Vous recevez le même document sur votre propre ordinateur. Alors le support est différent, il y a mon ordinateur qui envoie sur votre ordinateur, mais le document, lui, est une copie parce qu'il ne fait pas appel à une technologie différente. Technologie étant ici la référence au suffixe, c'est-à-dire au point PDF, au point MP3, au point
MP4, .doc, .docx, etc. Donc, deux formes de copies qui sont prévues à 2841, mais il y a également une deuxième forme de reproduction que constitue le transfert. Le transfert, là encore, il est double. Le transfert d'informations que porte le document vers un support faisant appel à une technologie différente. Alors, la technologie différente, ça peut être par exemple à cause de la différence de support. Par exemple, je numérise un document. J'ai un document papier, il devient sur un document numérique. Forcément, je change de support et donc ça va être dans une hypothèse de transfert. Mais il y a également, même chose, changement de support, dans le sens inverse, c'est-à-dire le fait d'imprimer un point doc. Donc je passe d'un support numérique vers un support papier, et donc dans ces cas-là, je n'ai pas le même support, donc j'ai un transfert. Mais le transfert, deuxième hypothèse aussi, peut se faire quand la technologie est différente. Par exemple, j'ai un point doc que j'amène en point docx ou point pdf. Donc dans ces cas-là, je perds les métadonnées du document, on a déjà un petit peu parlé dans le cours précédent, je perds les métadonnées et donc je suis dans une hypothèse de transfert. Donc pour récapituler, vous avez le document qu'on connaît bien, l'article 3, le support qui est une des composantes du document et les technologies qui est une sous-composante de mon rapport triangulaire en fait entre support, information et technologie que l'on a vu quand on a traité dans la capsule sur le document. Donc 2841 fait une distinction. Donc quand on a le même support, on est dans une copie. Quand on a des supports différents, on a des hypothèses de transfert. Ça, c'est les exemples que je vous ai déjà donnés. Une photocopie constitue une copie. Un fichier Word attaché à un courriel, c'est une copie. Un fichier Word d'une clé USB vers un ordi, c'est une copie, etc. Et au contraire, imprimer un courriel, c'est un transfert. Ou numériser du papier, c'est aussi un transfert, mais comme je l'ai dit, un point PDF vers un point PPT, ou le contraire, ce sont également des transferts. Alors, vous me direz pourquoi, puis d'ailleurs ça a été très souvent critiqué, notamment par Code Marseille, mais pourquoi avoir deux régimes différents? Parce qu'effectivement, il y a deux régimes. Pour la copie, l'article 15 dit qu'une copie est une copie dès lors qu'en matière de force probante, on a des garanties suffisamment sérieuses pour s'y fier. Le transfert, c'est différent. Les articles 17 à 20 prévoient qu'il faut documenter la manière de faire, offrant notamment la possibilité de détruire le document en question. Donc, deux régimes distincts avec des moyens de preuve différents, ici ont été vraisemblablement dans une hypothèse de transfert, et ce, même si, encore une fois, le paragraphe 83 de cette décision n'est pas tout à fait clair, parce que dans le même paragraphe, en fait, le juge évoque les deux notions sans clairement distinguer laquelle est laquelle. Mais selon notre compréhension, il n'y a aucun doute que c'est un transfert. Alors, il y a d'autres jurisprudences, puis j'aurais pu vous en donner plus que celle-ci et la suivante. Dans cette décision, il s'agissait d'une copie de sauvegarde d'un disque dur, donc un disque dur qui avait été copié pour un bon backup, là, pour parler en chinois. Et donc là, dans ce cas-ci, vu que la technologie est la même, c'est une copie. Ce qui est intéressant aussi, c'est de lire notamment le paragraphe 137, donc Benisti concluda, où, rappelez-vous, il s'agissait en fait d'enregistrements téléphoniques qui avaient été transférés sur différents supports à la fois, donc clairement c'était un support, et le juge fait bien l'exercice en disant, en espèce, je retiens que la reproduction d'enregistrements réalisés par l'appelant constitue un transfert, puisque le CD fait appel à une technologie, un support différent des cassettes audio qui avaient été utilisées au préalable. Donc, forcément, ça implique une documentation. La documentation n'a pas été présente. C'était une raison supplémentaire pour ne pas recevoir le document qui avait été présenté en preuve. Juste avant de passer ensuite au deuxième point, je voudrais quand même dire que cette distinction entre copie et transfert a été de facto effectuée non pas par la loi, mais par la jurisprudence en droit français, où en droit français, en fait, on a une décision de la Cour de cassation qui, dans le cadre
d'une technique d'archivage qui avait été faite par une mutuelle d'assurance, me semble-t-il, où on avait eu une modification, je dirais, du format, pas du contenu, mais de la présentation. Et là, il y avait des lettres qui avaient été mises en preuve, où on voyait notamment l'entête de la lettre qui avait disparu. Et dans l'entête, vu que ça avait disparu, on ne pouvait pas utiliser le critère de la copie, parce que la copie implique que le document a l'apparence fidèle, pour reprendre le terme d'ailleurs tant du Code civil, tant de la loi cadre que du Code civil français. Donc la copie doit être fidèle à l'original, et en l'occurrence, c'était pas fidèle parce que l'entête avait disparu. On a quand même considéré, alors non pas que c'était un transfert, c'est pas le terme qui a été utilisé par les juges de la Cour de cassation, mais on a dit que c'était une réplique informatique qui a été validée et reçue en preuve, parce que justement, il y avait une documentation qui expliquait comment ce nouveau document avait été généré. Alors voilà ce que je voulais vous dire sur les écrits et sur les modalités reliées aux reproductions des écrits. Et maintenant, assez rapidement, je voudrais vous évoquer deux types de témoignages. Alors d'une part, le témoignage extrajudiciaire, qui est très souvent présenté au juge, et le témoignage judiciaire, lui, je vais l'éluder parce qu'on le verra la semaine prochaine. Alors, simplement, les bases historiques du témoignage judiciaire, donc, sont très anciens, datent de plusieurs siècles, particulièrement en common law, et c'est donc la prohibition de oui-dire basée sur un principe sur lequel il est mieux de se fier sur la présence devant le juge du témoin plutôt que celui-ci écrive, je dirais, par la médiation de l'écriture. Et je crois que ce principe-là devrait être remis en cause. Alors, d'une part, parce qu'il y a déjà beaucoup d'exceptions qui ont été introduites tant par la loi que par la jurisprudence, j'y reviendrai pas, mais aussi parce qu'il faut démystifier le témoin judiciaire qui souvent va intervenir des années après les faits, donc la personne ne se souvient pas toujours, et parce qu'il y a une explosion de documents, et parce que justement ces documents sont très souvent d'une meilleure qualité que ceux que l'on avait il y a des siècles. Donc sans doute que cette prohibition de oui-dire devrait être considérée. D'ailleurs, elle n'est pas toujours suivie. On trouve des décisions, en fait, où, sans l'identifier forcément, mais les juges acceptent parfois que des personnes disent des faits dont ils n'ont pas personnellement été témoins. Alors, il y a des exceptions croissantes, et il y a notamment des exceptions croissantes qui existent en matière de numérique, et notamment en 91, on a autorisé, dans des cas très particuliers, quand même limités, notamment reliés parce que la personne est située loin à l'étranger, et que ça coûterait beaucoup trop cher de le faire venir. Mais il y a des exceptions qui autorisent des enregistrements. Mais je dirais que dans la doctrine, il y a un livre, une référence de Claude Fabien, donc vous pouvez trouver la référence, pas le texte en tant que tel, mais au moins la référence dans lcjdi.ca, où Claude Fabien, je pense dans les mélanges Jean-Louis Baudouin, fait un plaidoyer pour une extension, pour une multiplication des témoignages écrits. Un petit peu comme ça se fait d'ailleurs beaucoup dans d'autres juridictions, comme notamment en France. Et Claude se base notamment sur les coûts associés au procès qui prennent énormément de temps. Et donc, assurément, il y a des enjeux autour de cet aspect-là. Le deuxième point sur les témoignages judiciaires, il y a un enjeu entre la légalité d'un tel processus versus l'efficacité. Et donc très souvent, on va avoir recours à la visioconférence pour faire de tels témoignages, mais ça, je ne veux pas le traiter parce qu'on le verra dans le cours suivant. Enfin, en troisième lieu, les éléments matériels qui constituent la situation factuelle que l'on avait dans Benici contre Cloda, mais c'est une décision, et je vous invite à la lire aussi, qui a été très fortement débroussaillée, si je puis dire, en 91 par la Cour d'appel dans l'arrêt Cadieux, où justement avait été mis en preuve des enregistrements de mémoire audio
Et donc, il s'agissait d'évaluer la qualité de ces enregistrements et l'admissibilité de ces enregistrements qui, finalement, avaient été acceptés. Alors, ça nous réfère évidemment à l'article 28, 54 et 55, qui, pour 28, 54, élabore en fait qu'on veut introduire des objets ou des représentations sensorielles d'un fait ou d'un lieu. Alors, l'objet, c'est par exemple une brique qui est mise en preuve pour montrer en fait que telle brique est tombée sur la tête de quelqu'un, le juge est capable de faire ses propres constatations et de la dangerosité, éventuellement de la mortalité en fait, de l'objet en question. Mais surtout, en ce qui nous intéresse, c'est que l'élément matériel, ça peut être un moyen, un outil qui permet au juge d'avoir des représentations sensorielles d'un fait ou d'un lieu. Donc c'est une approche fonctionnelle, pour reprendre un terme qu'on utilise beaucoup, qui permet au juge de faire ses propres constatations. Donc c'est différent de l'écrit, car l'élément matériel permet au juge de faire ses propres constatations, alors que l'écrit, on l'a vu, est associé davantage à une préconstitution. Donc pour le futur, là, rappelez-vous le petit schéma que je vous ai fait parvenir dans la capsule précédente, la capsule 13. Alors, là encore, je pense que c'est bien d'avoir des exemples, et notamment, de plus en plus, on voit devant les tribunaux, des captures d'écran qui sont présentées. Donc là, il y a un litige familial où des captures d'écran sont présentées, notamment de pages Facebook de mémoire. Et c'est des captures d'écran qui sont présentées. Alors, il y a sans doute... il n'y a pas d'identification, en fait, comme quoi c'est un élément technologique, mais ce qui, à mon avis, était sans doute le cas ici, qui permet de constater à un moment T ce qui a été dit, ce qui a été cité. Il y a étonnamment une référence à l'article 28-37 qui réfère davantage aux écrits, mais par contre, le juge cite l'arrêt de la Cour d'appel dans Cadieux, en 1991, qui, elle, est à l'origine, ça c'est pas comme ça dans la décision, mais qui est à l'origine des éléments matériels que l'on trouve à 28-54 et suivants. Même si 28-54 et 28-55 ne sont pas cités, il y a un traitement de ces captures d'écran qui est fait un peu comme un élément matériel, sans, encore une fois, sans le nommer. Oui, premier point, c'est pas élément matériel, c'est élément techno. Le juge dit c'est un document technologique. On s'en fout. On s'en fout. C'est comme on l'a vu, et comme on l'a vu dans Bedisti aussi, c'est une question qui est plus théorique que pratique. Une autre décision, là encore, où les captures d'écran ont été présentées en preuve, où là, dans ce cas-ci, là encore une fois, on évoque en fait que dans cette affaire, la capture d'écran correspond davantage à un moyen de reproduire une déclaration plutôt que de constater celle-ci, et donc à dessein, dans cette décision, la capture d'écran ici avait été davantage considérée comme étant un témoignage de ce qu'une personne avait dit. Toujours dans Benici contre Clodas sur les éléments matériels, je dirais qu'il y a deux questions qui ont été traitées, c'est la preuve d'authenticité et les critères de reconnaissance. Puis il y a une autre question sur laquelle que je vais en fait évacuer dès maintenant, ou que je ne sais pas si je la traite après, oui, je vais l'évacuer dès maintenant, c'est la présomption de 28-40. Et en fait, 28-40, l'article 7 prévoit qu'il n'y a pas lieu de prouver que les procédés ou l'environnement est de bonne qualité. Ce qui a parfois été qui a été identifié par la jurisprudence comme étant une présomption d'intégrité. Or, avec égard, l'article 28-40 est dans le chapitre sur l'écrit, encore une fois, je ne crois pas que ça s'applique aux éléments matériels en tant que tels. Mais ce que traite en revanche Benici contre Clodas, c'est les chapitres 3 et 4 dans l'arrêt. Et la première question, c'est, rappelez-vous, la loi sur le cadre a ajouté un paragraphe à l'article 28-54
5 qui prévoit en fait que si jamais c'est un document technologique, il n'y a pas lieu de prouver, il n'y a pas lieu de faire une preuve d'authenticité dès lors que l'on est dans une situation qui correspond à l'article 5 alinéa 3. Donc une construction très byzantine, très compliquée, que le juge, que je ne vais pas aller en détail, que les juges éclaircissent et finissent par dire, bah, écoutez, de toute manière, avec un document comme ça, il faut toujours une preuve externe, une preuve d'authenticité, une documentation qui va expliciter comment le document a été produit. Donc il faut vraiment des modalités qui expliquent la confection du document. L'autre question, c'est sur les critères qui permettent d'établir cette authenticité. Et bien, il y a deux grands types de critères. Il y a les critères liés aux modalités de confection, il y a les critères liés à la qualité de l'information. Donc d'une part, on veut s'assurer que le document provient devant le juge suivant un chemin qui est explicable et expliqué. Et ensuite, on veut s'assurer que l'information que cet enregistrement, par exemple, veut montrer, eh ben, est de bonne qualité. Il faut s'assurer que les voix, par exemple, les personnes que l'on voit, tout ça c'est intelligible et que ça peut être compris par, par le juge. Donc voilà les critères qui vont permettre de vérifier l'authenticité du document et ça conclut en fait les trois éléments de preuve que je voulais voir avec vous dans cette capsule. 14. Merci bien.